J'ai toujours su d'une manière ou d'une autre que j'étais différent. Toutefois, en ayant été élevé dans une atmosphère extrêmement homophobe, c'était impossible à mes yeux, surtout quand j'entendais mon père répéter qu'il préférait se retrouver face à un meurtrier plutôt qu'à un PD. Cette histoire, ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire de nombreuses personnes qui sont gays et lesbiennes aux Antilles. Il et elle s'appellent Chloé, Noah, Axel, bref. Leur point commun, à part d'être des êtres humains, c'est qu'ils font partie de la communauté LGBT. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast On parle là où ça fait mal. C'est le podcast qui te permet de parler des sujets tabous et peu compris de la société. C'est Myriam et comme vous l'aurez compris, on va parler de l'homosexualité aux Antilles. Car comme vous le savez, c'est un sujet qui est extrêmement sensible aux Antilles. Mais bon, pour en parler, moi je suis pas l'experte. C'est pour ça que je suis avec Kate. Salut! Salut! C'est la créatrice du compte LGBT FWI. Bon, de toute façon, tous les liens sont dans la description parce que, voilà, mes descriptions sont moyennes. Pourquoi déjà t'as décidé de créer le compte sur Instagram? Alors ça fait un moment que cette idée-là me trottait dans la tête. Si tu veux, par rapport à l'histoire que j'ai eue, par rapport à ce que j'ai vécu, je trouvais qu'il manquait de la représentativité au niveau de la communauté. Et finalement, je me suis lancée au mois de mars. En quelques mois, la page cumule à peu près plus de 2200 follow. Ah ouais! Donc une grosse communauté de Martinique, de Guadeloupe. On a quelques personnes de la Guyane aussi et même de la Réunion. Donc, je trouvais que c'était important de donner de la visibilité à la communauté, de montrer qu'on existe et aussi d'affirmer nos combats aussi. D'affirmer nos combats, d'affirmer nos droits et surtout d'informer à la fois les personnes de la communauté LGBT, mais aussi la communauté friendly qui nous suit aussi. C'est quoi justement la communauté friendly? Alors, la communauté friendly, ce sont des gens qui généralement sont dans des schémas hétérosexuels et tout simplement qui décident de soutenir la communauté LGBT, de soutenir le combat aussi. Ce sont des personnes qui n'acceptent pas la discrimination, qui n'acceptent pas les propos discriminants qui sont portés envers la communauté. Et du coup, ce sont des personnes tout simplement qui soutiennent le combat de cette communauté-là. Okay. Mais qui ne sont même pas concernés réellement eux-mêmes dans leur sexualité. Voilà. Ok, donc c'est comme, tu vois... par exemple, en général, le racisme, ça concerne les Noirs, et là, un Blanc se dit, bon, tu vois, ça, c'est quelque chose qui me plaît pas, l'histoire de racisme, donc il va se battre contre ça, mais pourtant, il est pas concerné. C'est juste que ça le dérange, en gros. Tout à fait, voilà. Et la communauté friendly, du coup, à la fois fréquente la communauté LGBT, donc connaît très bien cette communauté. Elle est aussi intégrée dans les événements, dans des événements familiaux, des événements entre amis. Ce sont des personnes qui n'hésitent absolument pas à fréquenter aussi les espaces communautaires. Donc ce sont en fait tout simplement des personnes hétérosexuelles qui sont très à l'aise avec leur sexualité et finalement très à l'aise aussi avec la communauté LGBT. C'est LGBTQIA+, j'intègre bien entendu. Parce qu'il y a beaucoup maintenant de plus en plus de choses qu'on découvre et en fait plutôt qu'on met les mots dessus puisque ça existait déjà, mais là on met les mots dessus. Okay. Exactement. Voilà, c'est juste le fait de mettre des mots sur des sexualités ou des identités de genre différentes. Mais c'est juste le fait de mettre des mots sur quelque chose qui finalement a toujours existé. Toi, tu fais partie de la communauté LGBT, mais comment t'as découvert que t'étais lesbienne puisque tu t'es pas levé matin en mode ouais, c'est cool, c'est tendance, je vais rentrer dans ça, c'est bien, il y a pas de problème dans la vie, je rentre, let's go. Comment t'as découvert ça? Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'on ne choisit pas d'être homosexuel, on ne choisit pas d'être gay, on ne choisit pas d'être lesbienne. Le seul choix qu'on fait, c'est le choix de l'assumer, tout simplement. J'ai toujours su au plus profond de moi qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas mettre les mots sur ce que je ressentais. Tout simplement parce que dans mon enfance, je n'avais pas cette représentativité-là et j'ai été malheureusement aussi, moi, exposée à des propos homophobes de par mon éducation. Et finalement, la période Covid, c'est une période qui a beaucoup joué dans mon développement personnel. C'est une période où voilà, on était tous un petit peu en introspection, on était tous un peu enfermés finalement.
Et ça a été vraiment un moment décisif où j'ai pu mettre des mots sur ce que je ressentais et assumer d'une certaine façon aussi mon orientation sexuelle. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les personnes qui décident d'assumer au grand jour leur orientation sexuelle, ce sont des personnes qui ont une force, qui ont une énergie. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que ça implique. Et quand j'entends des personnes dire oui, mais c'est une tendance, ou oui, c'est à la mode, non, en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte du travail d'introspection que ça demande et de la force de caractère qu'il faut pour assumer son orientation sexuelle dans nos communautés antillaises, en fait. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande une puissance que les gens ne peuvent pas tourner à la dérision ou voilà, ou simplement parler de tendance. Ça, c'est pas possible. J'ai l'impression que les gens ils disent ça, que c'est une tendance entre guillemets, parce que il y a de plus en plus de gens justement qui s'assument en tant que homosexuels, enfin en tant que membre de la communauté LGBTQIA+. Ouh, voilà, QIA+. Ouh, ok. Mais j'ai plus l'impression que les gens ils pensent ça comme ça, alors que comme tu dis, c'est vraiment quelque chose de difficile parce que toutes les difficultés que surtout dans nos sociétés antillaises s'engendrent derrière ta famille peut te renier, tes amis et même en fait dans ton travail, ben tu peux avoir de la discrimination en fait. Peu importe ce que tu vas faire, on va toujours ramener ça sur ton orientation sexuelle alors que ça ben strictement aucun rapport quoi. Je pense que les gens ils comprennent pas assez pourquoi est-ce que vraiment il y a cette montée entre guillemets de ben le fait de juste d'assumer en fait t'es qui alors c'est-à-dire que aujourd'hui le combat pour l'application des lois contre la discrimination de la communauté LGBT et finalement la création de lois protégeant aussi la communauté, en fait tout ça est quand même assez récent. Et ce qui est important, c'est que le combat, il a commencé très tôt, hein, finalement. Il a commencé quasiment au niveau autour des années 80. La France a commencé à bouger sur le sujet de la communauté LGBT et du coup des formes de discrimination que subissait la communauté LGBT à partir de 1982. La France a l'homosexualité en 1982. Le mariage pour tous, il a 10 ans. C'est 2010 ou 2013 que le mariage pour tous a été voté. Donc finalement, c'est un combat qui a été mené depuis fort longtemps par les associations et les choses commencent à bouger réellement depuis une dizaine d'années. L'accès à la PMA pour les femmes lesbiennes, pour les femmes seules aussi, ça c'est un combat qui est très récent aussi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un combat aujourd'hui des associations, des personnes qui apportent cette visibilité-là, qui montrent, en fait, qui donnent cette visibilité-là à la communauté. Et finalement, il y a un combat aussi au niveau des associations qui est fait tout simplement pour que la communauté puisse avoir les mêmes droits que les autres, en fait. Et est-ce que justement, il n'y aurait pas un combat au niveau de l'État? Parce que j'ai entendu pas mal surtout les premiers jours de l'adoption du mariage homosexuel, beaucoup d'élus, beaucoup de maires en Guadeloupe étaient là en mode moi jamais je refuse jamais je vais célébrer un mariage gay, je refuse ça. Est-ce qu'il y aurait pas un petit peu cette mentalité à changer, mais plutôt au niveau des institutions pour que ça change peut-être au niveau de la société? Alors ce qu'il faut aussi savoir, hein, c'est que il y a des propos effectivement homophobes qui ont été tenus durant cette période, qui jusqu'à maintenant sont tenus et encore assumés par certains, pour ne pas citer Monsieur Bruno Nestor Azero. Un zéro, c'est cité. Qui a quand même dit en 2013 qu'il s'agissait d'une cassure morale irrémédiable. 10 ans après, est-ce qu'on parle de cassure morale? Non, en fait, ce sont tout simplement des personnes qui s'aiment et qui décident en fait de valider leur union, tout simplement. Il s'agit finalement que d'amour. Donc moi, ce que je constate, c'est qu'il y a aussi une forme d'instrumentalisation de la communauté LGBT
pour pouvoir faire passer des messages politiques, pour pouvoir d'une certaine façon aussi recruter une communauté religieuse aussi. Et vous connaissez déjà la portée de cette communauté religieuse aux Antilles, que ça soit en Guadeloupe ou en Martinique. Donc c'est aussi d'une façon, en fait, de recruter des électeurs. Voilà. Plutôt les conservateurs traditionnels Tout à martiniquais, fait. guadeloupéens. Ok, ok. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu effectivement des mariages aux Antilles. Est-ce que ça a changé la face du monde, de l'univers, ou ce qu'ils disaient à l'époque, que ça allait changer non, en fait, c'est vraiment là qu'on voit quand même la méconnaissance de certaines personnes et finalement le niveau de préjugés et de discrimination aussi. Donc 10 ans après, quand on fait le bilan et on revoit les propos tenus par ces personnes-là, mais on se dit quand même ils étaient vraiment dans l'excès et déjà même à l'époque, ils portaient des propos vraiment inacceptables. D'ailleurs, des propos qui seraient aujourd'hui condamnés. Même pour un élu de la République, c'est-à-dire maire ou député, tout ça. Parce ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que l'homophobie, ça n'est plus comment dire ça? Ça n'est plus un avis. L'homophobie, c'est un délit aujourd'hui. Donc, porter des injures homophobes dans un lieu public, dans un espace public, aujourd'hui, vous risquez jusqu'à 1 an de prison et vous risquez aussi jusqu'à 45 000 euros d'amende. 45 000 euros, c'est pas rien du tout, là. Voilà. Si t'es payé au SMIC, bon boulot, hein. Dans le cadre d'une physique, si le caractère homophobe est reconnu, sachez que c'est un caractère aggravant. Donc, ça veut dire qu'il y aura aussi des peines de prison et une amende beaucoup plus forte aussi. Donc, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ce que je dis, c'est que voilà, il y a eu un certain nombre de lois qui ont été votées pour pouvoir protéger la communauté LGBT, pour arrêter les discriminations. Et tout simplement, cette communauté ne veut plus avoir à se justifier sur ses choix. Cette communauté veut tout simplement vivre librement et avec bienveillance. J'ai l'impression que dans notre société actuelle, il y a une cassure entre nos parents puis nous, les jeunes. Parce que nos parents, ils sont un peu... La majorité, ils n'acceptent pas l'homosexualité ou la communauté QIA+. Yes, c'est bon. Et en fait, nous, les jeunes, on est plus dans la tolérance. Tu vas dire, ah ouais, je suis gay, ok, pas de problème, merci, bonsoir. Tu vas dire ça à tes parents sur le mode, oh mon Dieu, c'est une abomination. Comment est-ce que tu peux expliquer cette cassure en juste une génération, quoi? C'est pas tant gros comme ça. Alors, moi, je ne saurais l'expliquer. Mais par contre, il y a eu des études. Il y a eu d'ailleurs une étude sociologique qui a été réalisée par Nadia Chonville. Il me semble que c'était en 2018. Où elle parlait justement de la discrimination autour de la communauté LGBT aux Antilles. Et d'ailleurs, les travaux qu'elle a entrepris sont vraiment très intéressants parce qu'elle met en lumière effectivement le poids de la religion qui est quand même très très important. Voilà. On a aussi l'héritage colonial finalement qui a encore aujourd'hui, jusqu'à maintenant, des conséquences sur nos générations et aussi des conséquences sur la perception qu'on a de notre sexualité. Et d'ailleurs, son étude est assez complète parce qu'elle parle de lois anti-sodomie à l'époque, elle parle de discrimination. Enfin, il y a eu quand même énormément de torture et énormément de violence autour de cette communauté. Et finalement, cette violence, elle a été amenée à la fois par le système colonial et aussi par l'Occident, d'une certaine façon. Donc aujourd'hui, il y a cette cassure entre la génération de nos parents et la nôtre, tout simplement parce qu'on a accès à l'information,
on a accès au monde aujourd'hui et on a finalement une ouverture d'esprit que les générations d'avant n'ont pas pu avoir. Je vais pas dire qu'ils n'ont pas Ce eu. qui fait qu'on est plutôt rien. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, on a accès à de l'information, on a accès à des éléments. Donc, on n'est pas au-delà d'un propos homophobe qui serait tenu par des parents, par des oncles, des tantes, par la famille. Aujourd'hui, on a accès à du contenu qui permet de nuancer nos propos et finalement d'ouvrir un petit peu notre perception des choses. Donc aujourd'hui, quand on regarde dans les médias, la communauté LGBT est beaucoup plus visible qu'avant. Aujourd'hui, il y a des modules aussi au niveau des écoles où on parle effectivement des différentes orientations sexuelles. Donc aujourd'hui, les personnes sont plus informées. Et du coup, une personne beaucoup plus informée, c'est une personne qui sera beaucoup plus nuancée et qui sera beaucoup plus dans la curiosité, dans l'écoute et dans la compréhension finalement, que dans le jugement. Voilà. Et surtout, ces personnes-là jugent, mais il y en a souvent qui sont aussi concernées. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des églises, dans des temples, finalement qui se cachent. Hein. Ce sont des personnes qu'on retrouve dans des applications qui se cachent. Donc, ils ont leur expérience aussi. Ils ont leur expérience amoureuse finalement à côté. Mais finalement, ça traduit aussi beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Ce sont des personnes qui ne sont pas heureuses aussi. Et ça, il y en a énormément. Comment est-ce que tu peux vivre avec ton homosexualité dans la société, dans nos sociétés antillaises? Tu vas pas le crier sur tous les toits, mais tu vas pas le cacher, tu vois. Alors, moi, je te donnerais, disons, mon expérience. On est aux Antilles. Je ne vais pas te l'apprendre. On est sur des îles. Tout se sait. Tout finit par se savoir. Moi, j'ai fait le choix de l'assumer. Ça n'est pas le choix de tout le monde, mais moi, j'ai fait le choix de l'assumer. Je l'ai assumé avec beaucoup de violence en disant, voilà, aujourd'hui, ben voilà, sachez que je vous donne une information. J'assume mon orientation sexuelle. Si vous êtes d'accord, enfin, si vous êtes compréhensif, ben, il n'y a pas de souci. Si ça vous dérange, ben, voilà, bonne continuation. Et finalement, moi, je l'ai imposé. Je l'ai imposé parce que je considérais qu'il n'y avait pas de débat autour de ma sexualité. Ma sexualité me regardait moi. J'ai juste donné une information, voilà, pour que les personnes ne soient pas surprises demain matin. Ce cheminement-là, je l'ai fait. J'ai eu beaucoup de chance finalement parce que je n'ai perdu personne dans mon coming out. Et au contraire, je trouve que ça a renforcé encore plus la notion de confiance et la bienveillance qu'il y avait autour de moi. Aujourd'hui, ça n'est pas le parcours de tout le monde. Il y a des personnes qui évoluent dans des familles très conservatrices, pour qui c'est difficile d'avouer, parce qu'ils savent qu'ils seront rejetés aussi. Donc, disons... Voilà. Donc il y a pas, en fait, il n'existe pas de schéma type. Chacun évolue comme il le souhaite, comme il pourrait le faire au sein de sa famille ou de sa communauté. Mais en tout cas, moi, j'ai fait le choix de l'assumer partout, que ça soit dans mon milieu professionnel, dans ma vie privée, dans ma famille, même au niveau de mon voisinage. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Et voilà. Et finalement, à un moment donné, il faut juste que les gens aussi s'occupent de leurs affaires et voilà, et qu'ils restent à leur place, tout simplement. Est-ce que, d'une manière générale, quand tu as fait ton coming out, ça a été surtout avec tes parents, parce que c'est en général hein, les premières personnes à qui tu vois, tu dis bon, salut, ouais, c'est là, je fais bien, puis bon appétit à tout le monde. Non, mais plus sérieusement, comment ça a été avec eux quand tu leur as annoncé ça, en fait? Ça a été quoi leur réaction? Alors, ma famille, ça s'est très bien passé. C'est très bien passé. Mes amis, c'était enfin... C'est vous qui en retard, quoi. Certains savaient, mais c'est enfin... Ok, d'accord. Et finalement, là où ça a été le plus difficile, c'est la famille très, très proche. Donc, c'est ma mère. Et souvent, quand je rencontre des personnes de la communauté, ben souvent c'est un petit peu comme ça.
C'est des fois les parents font des projections pour leurs enfants. Ils ont des programmes de l'espace pour leurs enfants, et le fait de voilà que l'enfant fasse son coming out, c'est comme s'ils remettent absolument tout en question, comme si c'est une catastrophe, le malheur s'abat sur leur famille, qu'ils n'auront pas de petits enfants, ils n'auront pas de prochaines générations, que voilà que la lignée s'éteint. Enfin, les parents partent des fois dans des schémas extraordinaires, alors qu'ils devraient juste être heureux en fait pour leurs enfants. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, ça demande une force inimaginable, le fait d'assumer son orientation sexuelle et finalement d'assumer son homosexualité. Donc, ils devraient, au contraire, être fiers et encourager leurs enfants à être tout simplement heureux et à assumer ce qu'ils sont. Puisque ça fait partie de leur identité, c'est pas un choix comme certaines personnes pensent, c'est vraiment c'est comme il y a des gens qui sont timides, ben c'est leur identité, ben t'es gay, c'est ton identité, c'est ton identité. Y a pas à changer, quoi. Tout à fait. Une personne aujourd'hui qui souffre de dysphorie de genre, donc qui n'est pas dans le bon corps, c'est-à-dire que si au départ son corps, enfin, il y a eu une assignation sexuelle qui ne correspond pas à ce qu'elle est à l'intérieur, en fait, on ne se lève pas un matin et en décidant, voilà, qu'on est une personne transgenre. Les personnes qui se permettent de dire ça, de juger les personnes transgenres, mais en fait, ce sont des personnes qui ne connaissent pas la souffrance que représente un parcours de transidentité. Ouais, c'est vrai que c'est des choses compliquées qui prennent du temps. Tu dois t'accepter, mais la société aussi doit t'accepter. Et justement, pour que les gens soient plus tolérants, ils acceptent, est-ce qu'on devrait pas prendre le mal à la racine et directement éduquer les enfants? Justement, depuis quelque temps, on parle d'éducation sexuelle, mais c'est quelque chose de large, de vaste. Autant peut-être pour accepter les différents genres, donc c'est-à-dire les LGBTQIA+, que l'histoire de consentement et tout. On devrait peut-être est-ce qu'on devrait pas les éduquer depuis le début pour qu'il y ait moins d'homophobie dans nos sociétés? Hey, on est déjà au milieu du podcast. Je pense que tu vas prendre 2 petites minutes pour t'abonner, dans le but de ne manquer aucun épisode. Allez, on y retourne. Cette deuxième partie va être un petit peu différente parce que j'ai eu un petit souci technique avec la plateforme d'enregistrement. Malheureusement, vous n'allez pas entendre ma voix dans cette deuxième partie, mais juste les audios de Kate. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre, on a géré le truc comme une belette bien gérée. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin, bonne écoute. Alors, si je dois donner un conseil à quelqu'un qui n'arrive pas à assumer son homosexualité, qui ressent effectivement cette pression sociale, moi, je dirais qu'il faut vraiment aller à son rythme, en fait. Il faut aller à son rythme. Le coming out, c'est pas quelque chose d'obligatoire, en fait. C'est pas quelque chose de sacré. C'est une démarche personnelle, c'est une démarche d'affirmation. Mais ça n'est pas une démarche obligatoire. Je pense que la première des choses, c'est déjà de se sentir bien, de se sentir en pleine conscience de ce qu'on est. Et moi, s'il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de fréquenter la communauté aussi, à travers des associations, à travers des bars, à travers des événements, des événements friendly. Ça permet de se connecter finalement avec des gens qui nous ressemblent aussi, des gens qui seront pas dans le jugement, des personnes qui ont eu des parcours de vie difficiles aussi, qui ont connu des fois des choses horribles, mais ce sont des personnes qui sont fortes aussi. Ce sont des personnes qui sont bienveillantes et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon acceptation et dans ma vie, tout simplement, dans ma vie d'aujourd'hui. La communauté LGBTQIA+, c'est une communauté que je trouve absolument merveilleuse aussi. Donc, si vraiment j'ai un conseil à donner, c'est voilà, d'aller à son rythme, de rencontrer des personnes de la communauté, d'échanger avec des personnes bienveillantes. Et surtout de ne pas se mettre une pression. On a tous des schémas familiaux différents, on a tous des problématiques différentes aussi. Des fois, je peux comprendre que ça soit compliqué de faire son coming out, que ça soit compliqué de l'assumer, d'assumer son homosexualité. Mais par rapport à l'expérience que j'ai eue
il y a tellement mieux, en fait. Il y a tellement de positifs qui arrivent quand on accepte son homosexualité et quand on l'affirme, que vraiment, enfin, si je devais réécrire mon histoire, c'est quelque chose que je ferais encore plus vite et encore plus fort, parce qu'il y a ça, la difficulté amène aussi du positif. Et il y a aussi quelque chose d'important à dire, c'est que le fait de faire son coming out, c'est une période qui est difficile, c'est un moment qui est difficile. Attention, hein, je précise que ça n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais je considère quand même que le coming out permet de faire le tri, d'une certaine façon, de voir quelles sont les personnes qui sont là réellement pour vous, quelles sont les personnes qui vont vous accepter en fait tel que vous êtes. Et c'est très important, je trouve. C'est important parce que le fait de faire un coming out, il y a forcément des conséquences. La plupart du temps, il y a toujours des conséquences. Mais finalement, ces conséquences, je considère que ça reste quelque chose de positif. Ça permet de faire le tri, ça permet de repartir sur une bonne base. Et ça permet aussi de voir le vrai visage des gens aussi. Et ça, je peux vous dire que voilà, quand ça arrive, des fois, on a quand même de sacrées surprises. Et il y a aussi quelque chose d'important à dire, c'est que le fait de faire son coming out, c'est une période qui est difficile, c'est un moment qui est difficile. Attention, hein, je précise que ça n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais je considère quand même que le coming out permet de faire le tri, d'une certaine façon, de voir quelles sont les personnes qui sont là réellement pour vous, quelles sont les personnes qui vont vous accepter en fait tel que vous êtes. Et c'est très important, je trouve. C'est important parce que le fait de faire un coming out, il y a forcément des conséquences. La plupart du temps, il y a toujours des conséquences. Mais finalement, ces conséquences, je considère que ça reste quelque chose de positif. Ça permet de faire le tri, ça permet de repartir sur une bonne base. Et ça permet aussi de voir le vrai visage des gens aussi. Et ça, je peux vous dire que voilà, quand ça arrive, des fois, on a quand même de sacrées surprises. Alors, est-ce que j'ai déjà subi de l'homophobie dans ma vie? Mais je subis de l'homophobie tous les jours. Je subis absolument de l'homophobie tous les jours parce que, disons que il y a une forme d'homophobie un peu passive qui existe. Des fois, les gens, ils essayent d'être bienveillants ou ils essayent d'être curieux, mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils tiennent des propos homophobes. Moi, en tant que lesbienne, il y a un sujet qui revient souvent, c'est le positionnement des hommes dans ma vie. Souvent, j'entends, comme toutes les lesbiennes du monde, tu n'es pas tombée sur le bon, tu n'as pas rencontré le bon gars. Voilà, les hommes que tu as connus, ce sont des hommes qui ne savaient pas te faire l'amour, pour ne pas dire autre chose. Voilà, ça, ce sont des choses qu'on retrouve. Et c'est toujours une forme, à la fois une espèce de misogynie, mais en même temps une hyper-sexualisation du sujet de l'homosexualité. Donc ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Mais ce que les gens oublient, c'est que quand on parle d'homosexualité, on parle pas que de sexe, on parle pas que d'actes sexuels. On parle de personnes qui ont aussi des sentiments amoureux, en fait. La base de l'homosexualité, ça reste quand même l'amour. On ne choisit pas qui on décide d'aimer ou pas, en fait. La personne, elle est là, on l'aime et c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, oui, je subis de l'homophobie tous les jours. Mais je trouve que c'est important de ne pas la subir, justement. Ce qui est important... Alors, la communauté LGBTQIA+, aux Antilles, aujourd'hui en 2023, je trouve que c'est une communauté qui est de plus en plus visible. C'est une communauté qui est de plus en plus assumée. Il existe encore un énorme travail à faire au niveau de la représentativité, au niveau des croyances de certaines personnes. Mais je trouve que les choses avancent. Les choses avancent et les choses avancent plutôt bien.
qu'on revient sur des historiques d'il y a 10 ans, qu'on parlait à l'époque du mariage pour tous, mais les gens tenaient des propos absolument indigestes. Aujourd'hui, je trouve que voilà, les propos des uns et des autres sont un petit peu plus nuancés. Bien entendu, on retrouve encore des propos homophobes virulents autour des personnes qui sont dans des schémas religieux. Je ne nommerai pas de religion en particulier, mais voilà, quand on sort un petit peu de ce cercle un peu religieux, voilà, on retrouve quand même de plus en plus de personnes bienveillantes. Donc les choses évoluent, il y a du mieux, mais voilà, il existe encore un énorme travail, quoi. Et Myriam, d'ailleurs, il y a autre chose qui est important à mon sens de préciser. Souvent, on parle de la fuite des cerveaux, on parle de la décroissance démographique, mais la fuite des cerveaux, il y a aussi la fuite d'un système social. Il y a aussi la suite par rapport à une société homophobe. Il y a beaucoup de personnes de la communauté qui sont parties durant les dernières années, qui partent encore aujourd'hui, parce que ce sont des personnes qui ne peuvent pas assumer ce qu'ils sont dans leur territoire. Et ça, c'est extrêmement grave, en fait. C'est extrêmement grave. Et surtout, ça n'est pas parce que ce sont des personnes homosexuelles que ce sont des personnes qui n'auront pas de vie de famille, qui n'auront pas d'enfants. À un moment donné, il faut que les gens aussi ils évoluent sur ce sujet-là, parce que les personnes homosexuelles, voilà, ils ont des familles, ils ont des projets, et voilà, ils font aussi des enfants. Ça, c'est important de le préciser. Donc aujourd'hui, quand on parle de la fuite des cerveaux et quand on parle de la décroissance démographique de la Martinique, il faut bien prendre en compte aussi que ce fonctionnement hétéronormé et cette discrimination liée aux personnes homosexuelles, ça a aussi occasionné énormément de départs et des départs massifs, pardon. Il y a aujourd'hui des personnes que je retrouve au sein de la communauté qui reviennent dans leurs îles. Ils voient les choses évoluer un petit peu à distance et ils décident de revenir au pays pour contribuer aussi, pour mettre un peu leur pierre à l'édifice. Donc il y en a qui reviennent, mais malheureusement la plupart du temps ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas. Et ça, c'est aussi une réalité qu'il faut assimiler et qu'il faut aussi... En fait, il faut en avoir conscience. Myriam, si je dois donner mon petit mot de la fin, c'est que déjà, je suis très contente d'avoir participé à ce podcast avec toi. Et si je dois dire une dernière chose, c'est qu'on a tous notre rôle à jouer, en fait. Pour une société plus inclusive, pour une société beaucoup plus bienveillante que celle qu'on connaît aujourd'hui, on a tous notre rôle. Quelle que soit notre orientation sexuelle, on a un rôle à jouer. Moi, vraiment, je rêve d'un monde où il n'y aura plus de discrimination, il n'y aura plus de violence, où il n'y aura plus d'enfants, de jeunes des fois, de collégiens qui se suicident parce qu'ils n'ont pas été accompagnés pour des questions d'orientation sexuelle. Je rêve de ce monde où en fait chacun aura sa place et chacun pourra assumer finalement, assumer ses choix pleinement et être heureux. Je rêve de ce monde où finalement l'amour sera la priorité. Et je sais qu'il y a des personnes qui font un travail énorme à ce niveau-là pour que ça avance d'un point de vue associatif. Mais sachez quand même que vous tous, vous avez un rôle. Vous avez un rôle auprès de vos enfants, vous avez un rôle auprès de votre famille, de vos collègues, de vos amis, des personnes qui vous entourent. Soyez bienveillants et anticipez aussi. N'hésitez pas à communiquer autour de vous en disant que peu importe l'orientation sexuelle de la personne, que vous serez toujours là pour elle. Parce qu'il y a de vraies personnes qui sont dans des difficultés, vous vous rendez même pas compte, qui sont dans des difficultés, dans des réflexions, qui ont le sentiment d'être seuls. Et rien qu'en anticipant cette bienveillance-là, vous vous rendez même pas compte, mais vous pouvez aussi sauver des vies d'une certaine façon.
Donc, n'oubliez pas, vous avez tous un rôle essentiel à jouer. Eh ben Myriam, si je dois donner mon petit mot de la fin, c'est que déjà je suis très contente d'avoir participé à ce podcast avec toi. Et si je dois dire une dernière chose, c'est qu'on a tous notre rôle à jouer en fait. Pour une société plus inclusive, pour une société beaucoup plus bienveillante que celle qu'on connaît aujourd'hui, on a tous notre rôle. Quelle que soit notre orientation sexuelle, on a un rôle à jouer. Moi, vraiment, je rêve d'un monde où il n'y aura plus de discrimination, il n'y aura plus de violence, où il n'y aura plus d'enfants, de jeunes des fois, de collégiens qui se suicident parce qu'ils n'ont pas été accompagnés pour des questions d'orientation sexuelle. Je rêve de ce monde où en fait chacun aura sa place et chacun pourra assumer finalement, assumer ses choix pleinement et être heureux. Je rêve de ce monde où finalement l'amour sera la priorité. Et je sais qu'il y a des personnes qui font un travail énorme à ce niveau-là pour que ça avance d'un point de vue associatif. Mais sachez quand même que vous tous, vous avez un rôle. Vous avez un rôle auprès de vos enfants, vous avez un rôle auprès de votre famille, de vos collègues, de vos amis, des personnes qui vous entourent. Soyez bienveillants et anticipez aussi. N'hésitez pas à dire, à communiquer autour de vous en disant que peu importe l'orientation sexuelle de la personne, que vous serez toujours là pour elle. Parce qu'il y a de vraies personnes qui sont dans des difficultés, vous vous rendez même pas compte, qui sont dans des difficultés, dans des réflexions, qui ont le sentiment d'être seules. Et rien qu'en anticipant cette bienveillance-là, vous vous rendez même pas compte, mais vous pouvez aussi sauver des vies d'une certaine façon. Donc, n'oubliez pas, vous avez tous un rôle essentiel à jouer. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir écouté tout l'épisode. Si tu as apprécié, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Rappelle-toi, maintenant c'est le premier dimanche du mois. En décembre prochain, on va se revoir. N'oublie pas de partager en masse l'épisode parce que les sujets tabous là, c'est des trucs, faut qu'on en parle. C'était Myriam et je te dis à la prochaine.